général, sont comme un peu le cri du cygne, hein, le chant du cygne avant de mourir, hein, voilà, qui est une expérience d'autodéfense en fait, du cerveau, une réaction d'autodéfense du cerveau qui créerait en fait une expérience très agréable, voilà, pour en fait pallier à une situation critique, dangereuse ou inconfortable dans laquelle la personne vit, quoi. Salut, bienvenue dans Confidence. Notre invité cette semaine s'intéresse depuis une vingtaine d'années aux EMI, expériences de mort imminente, pour savoir s'il y a une vie après la vie. Elle va nous faire passer une soirée pyjama sans doute un peu spéciale. Notre invitée, c'est Sonia Barkala. Elle a signé 2 documentaires et 1 livre à ce sujet. Salut Sonia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Soirée pyjama paranormale, on peut dire ? Paranormal si on veut, mais surtout EMI. EMI. Par exemple, tout à l'heure, en préparant l'émission, je répétais mon texte et je disais « Elle s'intéresse à la vie après la mort ». Et tu m'as dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Pourquoi ? Parce que je m'intéresse surtout aux perceptions qu'ont les personnes qui ont fait ces expériences et qui ont eu des perceptions dans d'autres pièces, par exemple. C'est la réalité de ces perceptions qui me chagrine, qui m'interpelle le plus, on va dire. Alors on va aller dans le détail, mais si tu devais nous définir en une phrase ou 2 ce que sont les EMI, expériences de mort imminente. C'est une expérience riche, subjective, on va dire, pour certains, des perceptions, un sentiment de bien-être, une décorporation avec la perception d'un tunnel, d'une lumière. Ouais. Voilà, et on verra ce qu'on perçoit dans ces moments où il y a plus d'activité du cerveau. Hein, on est d'accord que ce sont des personnes qui sont dans un coma très profond, en tout cas. Coma, mort clinique, on peut vivre cette expérience sans frôler la mort aussi. Oui, et sans frôler la mort aussi, c'est ce qu'on apprend dans ton 2e documentaire, sorti en 2024. Tu fais aussi, toi-même, ce qu'on appelle des OBE, c'est-à-dire des Out Body Experience, des sorties de corps, des décorporations en français. C'est quoi ? C'est des corporations, on va dire, le sentiment de se détacher de son corps et puis de flotter, par exemple, dans sa chambre d'ado. Ouais. Mais ça, c'est dans mon ancienne vie, c'est ce qu'on va voir. Hein. Oui, on va en parler. On va en parler de ton ancienne vie. On va démarrer maintenant pour savoir pourquoi tu t'intéresses à ce sujet depuis si longtemps, puisque ça a commencé pour toi à l'âge de 10 ans à peine. Ça commence à l'école. Et là, c'est un livre qui va te mettre sur la voie de ces expériences un peu paranormales, si on peut les appeler comme ça. Tu nous expliques comment tu reçois ce livre quand tu es en classe de CM2 et ce que c'est que ce livre ? Alors, oui, en classe de CM2, la mairie de Berlétan a l'habitude d'offrir à tous les élèves des primaires un cadeau de fin d'année pour Noël. Et donc, on a ce livre. Pour moi, ce livre, c'est quoi ? C'est les mystères de la réincarnation. Que deviendrons-nous après la mort ? C'est un essai. Oui. Pour moi, il y a une erreur. Oui, c'est étonnant. Ils ont distribué ça à tous les élèves de ta classe de CM2. Oui, c'est ça. Donc, c'était le cadeau de Noël de la mairie, quoi. C'est ça, oui. Donc, oui, il y avait sans doute peut-être une erreur d'adressage. Mais en tout cas, toi, ça va te fasciner, ça. Ça me fascinait. Sur le coup, j'avais eu peur. Hein. Ouais. Mais c'est sûr que quand on regarde les chapitrages par la suite, avec du recul, ça parlait déjà des EMI, des sortures du corps, de tous ces phénomènes un peu, paranormal, quoi. Voilà, paranormaux auxquels tu t'intéresses aujourd'hui. Alors, tu t'en souviens encore des dizaines d'années après, quand même, de ce livre, c'est qui t'a quand même vraiment marqué. Ce qui va être un déclic dans ta vie, c'est le moment où tu vas perdre ton grand-père. Tu as 11 ans, c'est l'année d'après, 11 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête de petite fille ? Alors, évidemment, hein, on se pose des questions hein, quand on perd un être cher. Et puis, une de mes tantes me recommande un livre, pas n'importe lequel, La vie après la vie, du psychiatre américain Raymond Moody, qui a écrit donc la vie après la vie. Et donc, je vais le chercher à la médiathèque de Berre. Ouais. Et sur le coup, la bibliothécaire me regarde avec des grands yeux parce qu'elle elle estime que je suis un peu trop jeune. Et oui, tu as seulement 11 ans. C'est ça, mais toi, ton grand-père est parti et tu te poses les questions existentielles que tout enfant ou presque se pose. Qu'est-ce qu'on devient après ? Et cette question, tu vas te la poser des années durant. Et encore aujourd'hui, c'est devenu ton métier. Ça te donne des réponses, ce livre. D'abord, qui est Raymond Moody, ce médecin ? C'est un psychiatre, je crois ?
C'est un psychiatre américain qui a étudié, qui est le père des expériences de mort imminente. Il a fait une étude, a recueilli des centaines de témoignages et en a fait un livre qui répertorie un peu les différents témoignages, toutes les étapes. Et il a popularisé ces expériences dans les années 70. Ouais. Donc lui, en tant que psychiatre, il a recueilli des expériences, alors on appelle ça des expérienceurs dans tes livres et dans tes documentaires. Ceux qui ont vécu ces EMI, ces expériences de mort imminente, il les a collectionnés. Et qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu vas trouver dans ce livre qui va, à ce point, te donner envie d'aller plus loin? Ça m'apaise déjà, parce que la sincérité des témoignages, déjà, les gens qui disent, surtout, je me souviens que c'était ça qui m'avait beaucoup interpellée, c'est que les gens disaient qu'ils n'avaient plus peur de la mort. Ils n'avaient plus peur de la mort parce qu'ils avaient revu des êtres chers disparus, qui leur ont dit que ce n'était pas le moment, qu'il fallait qu'ils repartent et qu'ils avaient une mission à accomplir et que ce n'était pas leur heure. Alors justement, et des témoignages comme ça, tu en as collecté pour tes documentaires et ton livre. Qu'est-ce que c'est la base, j'allais dire, la base générale de tous ces commentaires, qu'ils viennent du monde entier, parce que tu dis, ce sont des millions de témoignages qu'on a comme ça dans le monde, et qu'on soit indien, américain ou européen, on a tous la même base. C'est quoi ? Disons que c'est le sentiment déjà de bien-être, de voir... les points communs, c'est l'amour et la lumière, en fait. Voilà. Après, on peut avoir quelque chose, des expériences très colorées du fait de notre culture, des religions, etc. Mais c'est cette conviction, cette force d'avoir baigné dans un amour inconditionnel, d'avoir rencontré des personnes disparues, et d'avoir été transformé, de plus avoir peur de la mort. Ouais, et souvent pour ceux qui reviennent de ces expériences, puisqu'on appelle ça les expériences proches de la mort, la near-death experience en américain, eh bien, ils ont eu quelqu'un qui leur a dit « c'était pas ton moment, il faut que tu retournes ». Ça aussi, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les témoignages. Oui. Il y a une autre expérience que tu vas faire un petit peu plus tard qui va te conditionner à devenir la documentariste que tu es aujourd'hui, spécialisée dans cette thématique. C'est une OBE que tu vas faire, donc une sortie de corps. Et là, tu as 14 ans. Tu peux nous expliquer cette expérience ? Alors, l'expérience, c'est que spontanément, je me retrouve dans ma chambre d'ado à flotter dans un coin de la chambre, à hauteur. Voilà. J'observe ma chambre vue de haut. Ouais, c'est-à-dire que tu es allongé, tu es en train de dormir ou pas du tout ? C'est quoi l'état dans lequel tu es ? Ah, je dormais. C'est un peu comme un rêve alors ? Non, c'est pas un rêve du tout. Ça, c'est le sentiment que c'est plus réel que la réalité même. Ouais. Mais je me réveille, j'ai le sentiment de me réveiller, mais pas dans mon corps, au plafond. Et j'observe ce qui se passe. Donc je vois ma chambre vue d'en haut. Je ne vois pas mon corps. Je vois ma chaîne IFI qui était en veille, parce que je vois le point lumineux. Ouais. Et je m'approche. Et plus je m'approche, plus je crée des interférences avec la chaîne IFI. Et plus je m'approche, plus j'entends, je perçois les ondes radio qui défilent les unes après les autres, mais à une vitesse incroyable. Et j'entends des bribes de chansons, des bribes d'animateurs radio, des mots, comme ça, jusqu'à ce que je m'attarde sur une chanson de Goldman. Pas toi, mais je reconnais la chanson, c'est pas anodin, parce que c'est la chanson de mon premier amour. Je décide de l'écouter du début jusqu'à la fin. Okay. Et une fois la chanson terminée, je continue à flotter, me faire cette réflexion, tiens, nous sommes électromagnétiques, je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'avais 14 ans. Et le lendemain, tu vas à l'école, j'imagine. Ça, ouais. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu en parles à ma meilleure amie de l'époque, et là, qui se fait un peu ma tête, quoi, qui se moque de moi et qui dit aux autres en pleine récré, pendant que nous on dort, Sonia, elle vole, elle sort de son corps, etc. Voilà. Donc je comprends qu'il ne faut plus en parler, quoi. Voilà, donc là tu mets un mouchoir dessus, mais tu sais que quand tu parles de ça, il y a des gens qui disent « ah c'est génial » et puis des gens qui disent « mais c'est n'importe quoi ». Encore aujourd'hui, il faut que tu te justifies régulièrement. Ton but, toi, c'est d'essayer de comprendre comment ça marche. D'ailleurs, tu as fait depuis d'autres expériences de ce type et d'autres expériences qui ont été testées par des instituts, alors notamment en Suisse et aux États-Unis, parce que les scientifiques s'intéressent beaucoup à ces sorties de corps. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Mais c'est ce qui me passionne, en fait, c'est d'analyser, de comprendre. Parce que, bien sûr, qu'on a tous des convictions, bien sûr que ces expériences, ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a fait énormément de bien d'en écouter.
mais j'aime bien comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours titillé. Voilà. Ouais. Et donc, ouais. Alors ça, tu as ce déclic à 14 ans, Oui. tu mets un mouchoir dessus parce que tu as bien compris que voilà, ça ne faisait pas l'unanimité et que tu pouvais passer voilà, à peu près pour une folle. Hein. C'est comme ça que te faisaient passer tes copines à l'époque. Donc à ce moment-là, tu vas passer une adolescence, tu me dis, qui est assez difficile, jusqu'à l'âge de 20-21 ans. Ça ressemble à quoi ta vie? Tu dis que tu n'arrives pas à trouver ta place. Qu'est-ce que tu entends par là? J'avais du mal à me projeter dans l'avenir, en fait. Je suis au lycée et je file pas trop, comme on dit. J'ai du mal à trouver ma place, mais comme beaucoup d'ados. Et alors, ça va jusqu'où? T'es un peu dépressive, idée noire, suicidaire carrément. Ouais. C'était un tout, voilà. T'étais mal dans ta peau, j'étais vraiment. J'arrivais pas à trouver un sens. Ouais. C'est ça, je manquais de sens. Et alors, le sens, comment tu vas le retrouver? Tu dis que là, tu as aux alentours de 20-21 ans. C'est ça. Ça va être quoi ce déclic qui va te faire dire non, j'arrête les bêtises? C'est un documentaire. C'est un documentaire sur les expériences de mort imminente que j'ai découvert totalement par hasard en allant dans un centre commercial. Et je tombe sur un DVD, c'était le dernier, et c'était l'adaptation du livre du docteur Moody. Ok. Encore une fois, qui revient. Et quand je regarde ce film, j'en pleure. J'en pleure de... Qu'est-ce qui t'émeut à ce point-là dans ce film? C'est les témoignages. C'est l'authenticité des témoignages. C'est les gens qui disent, dans leur manière de s'exprimer, dans leur manière de dire à quel point ils ont été un peu réconciliés avec l'humanité, avec les gens, en disant ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même. Le bilan de vie, lorsqu'ils revoient leur vie défiler, qu'ils ressentent le bien et le mal qu'ils ont pu faire aux autres. Et ça a été très révélateur et très fort pour moi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça a impliqué dans la suite de ta vie, puisque tu dis, à partir du moment où j'ai vu ce documentaire qui s'appelle « La vie après la vie », adapté de ce livre du docteur Moody dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce que ça a changé fondamentalement dans ta façon de fonctionner? Là, tu as trouvé un sens? J'ai trouvé un sens, oui. Oui, parce que c'était porteur d'humanité, d'amour, de réconciliation, de sens, en fait. Ouais. Voilà, j'ai trouvé un sens, des gens qui n'avaient plus peur de la mort et qui avaient à nouveau un sens. Et là, tout de suite, je le trouve, le sens. Ouais. Je me suis dit, voilà, je sais ce que je veux faire plus tard. Un jour, je ferai un film, moi aussi, avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique. Je ferai un film sur les EMI. Alors tu dis d'aller plus loin au niveau scientifique, parce que toi, c'est vraiment ton but. Tu n'es pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer depuis le début de notre conversation, dans l'ésotérisme. Tu es au contraire dans la recherche de la vérité. Parce que tu te dis, toutes ces personnes qui témoignent et qui disent beaucoup de choses qui sont assez proches, elles ne mentent pas, ces personnes. Non, parce qu'on pourrait imaginer que ce sont des comédiens qui sont dans le documentaire, qui racontent voilà, ce qu'on a écrit pour eux. Mais toi, tu les as rencontrés en vrai, ces gens. Donc tu vas tout mettre en place à partir de l'âge de 21 ans pour justement faire un documentaire, mais avec plus de preuves scientifiques que dans le documentaire que tu as vu adapté de Raymond Moody. Exactement, mais il n'y avait pas toutes ces études aussi à l'époque, à la décharge de ce premier film. Hein. Et donc je vais à la rencontre de chercheurs, je vais à la rencontre de témoins, en France et à l'étranger. Et je rencontre même le docteur Raymond Moody. Voilà, alors il va se passer 7 ans entre le moment où tu vas avoir envie de faire ce documentaire et le moment où tu vas vraiment réaliser le premier, qui s'appelle Faux départ. Dans ces 7 ans, je voudrais juste que tu me racontes, parce que tu m'as dit tout était prétexte à rencontrer et à enrichir mon enquête, rencontrer des témoins et enrichir mon enquête. Par exemple, tu as fait plein de petits boulots, notamment un boulot de livreuse chez UPS. Et là, le fait d'aller livrer des colis au porte-à-porte, ça a enrichi aussi ton enquête. Je faisais des sondages, voilà, on livrait un colis et puis je ne sais pas comment je me débrouillais toujours pour parler des EMI et dire vous connaissez les EMI, est-ce que vous avez vécu? Et à chaque fois, il y a toujours des gens qui soit avaient vécu l'expérience, soit qui connaissaient des personnes qui avaient vécu l'expérience. Ouais, donc ça te permettait de mettre quelques petits cailloux sur la piste du documentaire. Voilà. Dans cette période-là aussi, tu vas expérimenter les sorties de corps, mais de façon scientifique. On va pratiquer sur toi des tests. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vécu lors de ces tests? Alors en Suisse, au centre, ça s'appelait Noesis à l'époque. Et donc je vais à Genève une fois par mois. Et puis comme j'avais à l'époque certaines facilités, on m'a invité à sortir venir. De ton corps. Oui, voilà. Donc j'allais une fois par mois et on me demandait d'aller voir ce qui se passait dans une autre pièce. Là où un ordinateur diffusait des images aléatoires. Alors c'était des formes géométriques, des couleurs différentes, etc.
Mais j'ai fait ça pendant à peu près, oui, un an et demi, quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est ces tests et qu'est-ce qu'ils ont révélé? Est-ce que ça a fonctionné? On envoyait des formes géométriques aléatoires? Est-ce que tu les as repérées de façon précise? Alors, quand c'était des formes géométriques, non, parce que c'était très impersonnel. Mais on s'est rappelé l'histoire de mes 14 ans, avec la chaîne IFI, avec la chanson de Goldman, que l'affect jouait un rôle. Donc là, c'était Sylvie Detuolias, docteur Sylvie Detuolias en Suisse, qui m'a dit, bon, écoute, pour la prochaine séance, tu reviendras avec 55 photos qui ont une charge émotionnelle pour toi, et on en prendra 35 au hasard qu'on ne te dira pas, bien sûr, et on les projettera. Et là, ça a fonctionné. Ok. Voilà. Parce que, donc, à chaque fois qu'on a envoyé une photo, donc toi, évidemment, tu ne voyais pas cette photo, tu disais précisément ce qu'était cette photo. Ça a marché 3 fois. On ne peut pas dire que ça marchait systématiquement, ce serait mentir, mais ça a marché 3 fois, et c'est déjà pas mal. On va repartir sur ce moment où tu vas aller à la rencontre de scientifiques, parce que ce qui t'intéresse, toi, au-delà d'avoir des témoignages de gens qui vont te raconter leurs expériences de mort imminente, c'est d'aller corroborer ça avec des scientifiques, en tout cas confronter leurs témoignages à des scientifiques. Tu vas partir au Canada, aux États-Unis. Qui tu vas rencontrer là-bas? Est-ce que tu vas rencontrer ton idole, le Je vais Dr rencontrer Raymond Moody au Canada, oui. Alors, aux États-Unis. Il donnait une conférence à Montréal, c'est pour ça que j'ai rencontré à Montréal en mai 2005. Ok, donc tu sais qu'il va donner une conférence, tu y vas, et tu vas finir par rencontrer celui qui t'a passionné à partir de l'âge de 11 ans. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai cette opportunité, grâce à un ami qui a vécu une EMI et qui a été président de Yance Québec, de me mettre en contact, en lien, et de lui raconter mon histoire, et puis de l'inviter officiellement à un colloque à Martigues. Et là, alors que tu n'as jamais organisé de colloque de ta vie, tu n'as pas encore fait de documentaire, tu vas te proposer comme ça de but en blanc à Raymond Moody de venir participer à un colloque en France. Oui, parce que préalablement, j'avais compris en fait, qu'il y avait un manque de cohésion entre tous les chercheurs. Ça manquait de communication. Et pour être une passionnée, je savais que faire venir Raymond Moody en France, c'est pas un événement, on va dire, anodin, oui. Donc, j'y vais un peu au culot, quoi. J'y vais un peu au culot. Et il faut savoir que le docteur Raymond Moody adore la France. Ouais. Donc, j'ai eu un oui. Et c'est comme ça que j'ai tout enclenché. C'est-à-dire que j'ai créé une société de production pour l'événementiel pour l'occasion. On est d'accord, tu n'y connaissais rien du tout à l'organisation d'un événement comme ça, qui a quand même drainé 2000 personnes. Oui, à la Halle de Martigues. Oui. C'était en quelle année, ça? 2006, juin 2006, le 17 juin 2006, ça fera 20 ans cette année. Et tu vas finir par avoir non seulement Raymond Moody, mais d'autres scientifiques, des personnels de santé aussi, qui sont très nombreux, parce que tu dis que les infirmières s'intéressent à ce genre de colloque. Pourquoi elles s'intéressent à ça? Elles sont en première ligne, tout simplement, parce que c'est elles qui vont recueillir, et on le sait depuis toujours, que les patients vont plutôt se confier aux infirmières qu'aux médecins. Et donc, je sais qu'à chaque... Parce que les médecins ne croient pas, en tout cas... Ils sont un peu plus... Ils sont dubitatifs plus que... C'est ça, exactement, oui. Les infirmières. Voilà. On a plus tendance à se confier à une infirmière, je pense aussi. Hein. Ça, c'est... Et donc, oui, le fait d'avoir eu Raymond Moody, d'inviter les autres, ça a été... promenade de santé, on va dire. C'est un peu plus facile. Oui, à partir du moment où il y avait t'as la tête d'affiche. La tête d'affiche, les autres scientifiques ont suivi. Exactement. Et c'est en préparant ce colloque que tu vas en même temps commencer à mettre en place ton documentaire que tu vas sortir 4 ans plus tard. C'est en 2010. Ça s'appelle Faux départ. Qu'est-ce que tu as mis dans ce documentaire que tu ne trouvais pas dans celui qui t'avait inspiré au départ? Eh bien, on va trouver des études scientifiques, déjà, et pas n'importe laquelle. L'étude du docteur Pien van Lommel, cardiologue, qui a publié pour la première fois une étude dans The Lancet, une revue scientifique de référence. Ouais, et qu'est-ce qu'il dit dans ce... Que parmi 344 patients qui ont été réanimés, 18% avaient vécu une EMI. Voilà, et ça a été publié. Et donc, après, il a donné ses hypothèses, mais ça a été vraiment la première étude, quoi. Ensuite, tu as collecté des témoignages. Dans Faux départ, on a énormément de témoignages. Quel est le témoignage pour toi le plus étonnant et le plus probant de ce premier documentaire? Premier documentaire, je dirais que c'est plutôt... j'avais été très interpellée par l'aveugle.
la malvoyante plutôt. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors lui, il a fait une EMI. Alors on Elle a sait fait une EMI, oui. dans une EMI, logiquement, on voit des choses, etc. Là, la personne est non-voyante, donc c'est un cas très particulier quand même. Oui, mais Irène n'était pas aveugle de naissance, qu'elle avait perdu la vue lors d'un accident, justement, qui l'a amenée à devenir aveugle. Donc elle avait d'abord eu, dans une première partie de sa vie, des sensations visuelles. Oui, bien sûr, ouais, voilà. Et puis elle a retrouvé une partie aussi de la vue par la suite, hein. C'était un peu le miracle. Mais sur le coup, en gros, elle était dans le coma, et puis il y avait un diagnostic de cécité, hein. Et elle raconte, son histoire, c'est que elle est transportée par 2 internes qui lui font passer un examen de radio, et en la manipulant, sans faire exprès, ils la font tomber par terre. Et elle voit la scène vue de haut. Elle est au plafond et elle observe les 2 internes, elle arrive très bien à les décrire, sauf que un des 2 internes dérobe ses bijoux. Voilà. Ok. Et donc, on est d'accord, elle est censée être dans le coma, ou en tout cas... Oui, et en plus aveugle, oui, elle est non-voyante, oui. Ouais. Voilà. Donc ça, elle le voit, oui. Et qu'est-ce qui se passe à son réveil? Son réveil, elle convoque le directeur, elle explique au chef de service, et puis elle lui explique toute la scène. Elle dit, voilà, il y avait 2 internes, ils m'ont pris mes bijoux, et puis elle décrit aussi les 2 internes. Et elle donne tellement une excellente description des 2 internes qu'il retrouve non seulement les internes, mais aussi les bijoux, quoi. Ok. Voilà. Et comment on explique ça? Alors, il y a des explications, on peut, dans un Parce qu'elle est censée être vraiment sans conscience. Oui, ouais. Sans conscience, et puis aussi, surtout, malvoyante. Donc on va vous dire peut-être qu'elle a entendu et qu'elle a, mentalement en tout cas, avec l'audition, on peut recréer des images mentales. Bon, ça c'est des explications sceptiques. C'est pour ça que je suis allée plus loin dans le prochain film avec des aveugles de naissance, par exemple. Oui. Voilà. Et justement, donc, dans ce premier documentaire, on avait tout un tas de témoignages. Là encore, tu as rencontré ces personnes. Quand tu les vois, tu ne vois pas des mythomanes, des gens qui essayent de se faire mousser d'une façon ou d'une autre. Ce sont des gens qui n'ont aucune raison de mentir. Ils n'ont aucune raison de mentir, exactement, oui. Leurs témoignages sont souvent aussi corroborés par des tierces personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer ces personnes qui sont dans une salle d'opération et qui peuvent dire exactement ce qui se passait non seulement dans cette salle d'opération, mais aussi dans la salle d'attente où leurs proches parlent? Et quand je dis que c'est corroboré, c'est que les proches disent « oui, on a dit ça », et que le personnel médical a dit « oui, on a fait ci, on a fait ça et on a dit ça ». Mais elle n'était pas censée entendre, ni voir. C'est ça, et c'est un peu aussi la force de ce deuxième film, hein. C'est le témoignage corroboré, et j'ai un cas très particulier, qui est le cas de Jacques, où quand Jacques est victime d'un accident et qu'il est déclaré mort, il va mémoriser toute une conversation téléphonique qui se passe entre sa mère biologique et l'infirmière. Et il va même rapporter qu'il va voir aussi le chirurgien en train de rédiger un acte de décès, et décrire même que le chirurgien avait du scotch sur les branches des lunettes, par exemple. D'accord, voilà. C'est très précis. C'est très, très, très précis. Et puis on a retrouvé quelques années plus tard l'infirmière. Et l'infirmière nous a amené un détail que Jacques lui-même avait oublié, c'est que quand il s'est réveillé, il y avait une aide-soignante qui était à son chevet, et qu'il a demandé que c'est l'aide-soignante qui a frappé dans la salle de soins en demandant à l'infirmière, dire le patient s'est réveillé, il sait que tu es avec sa mère au téléphone, il ne veut pas que tu lui parles, reviens, voilà. Donc, comment ça s'explique? Parce que là c'est corroboré, donc la conversation téléphonique a bien eu lieu. Il a rapporté un échange qu'il n'est absolument pas censé avoir entendu, puisque ça se passait ailleurs que l'endroit où il se trouvait pour être opéré, par exemple. C'est ça, voilà. Ça, il y a toujours des sceptiques qui vont dire qu'il a vu pour le scotch, par exemple, ou anticipé comme une conversation téléphonique avec une mère. Ça, c'est un peu plus compliqué quand même, hein. Et surtout que l'infirmière, elle ne croit pas du tout à l'existence d'une vie après la mort, etc. Elle a accepté de témoigner par honnêteté intellectuelle. Et c'est elle qui nous apprend qu'il y avait une aide-soignante. Et c'est dommage, hein, parce que l'aide-soignante, elle est décédée 2 ans avant les tournages. Elle aurait même pu témoigner de tout ça, quoi. Est-ce que quand un personnel soignant dit « oui, effectivement, j'ai fait tel geste
que la personne a rapporté, elle n'est pas censée m'avoir vu, ou que j'ai prononcé des paroles qu'elle n'est pas censée avoir entendues, puisque à ce moment-là, elle était complètement inconsciente. Est-ce que ça fait foi devant la science? Alors, foi, ça permet peut-être de douter, mais c'est pas une preuve. Voilà. Et, c'est du personnel médical qui s'exprime comme ça fait quelque chose. Ouais. Ça fait que ça c'est du poids. Quelle est la valeur d'un témoignage? C'est ça en fait. Tu as parlé tout à l'heure d'un deuxième témoignage d'une personne non-voyante dans ton deuxième documentaire que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé avec cette personne non-voyante dans ce deuxième documentaire? Dans le deuxième documentaire, c'est Témoin. Et donc, on rapporte, une infirmière, justement, rapporte l'histoire de son patient qui était malvoyant de naissance, un aveugle de naissance, et qui va rapporter tout ce qui s'est passé pendant son intervention. Il va décrire donc que les infirmières, il y en avait une qui était brune, l'autre qui était blonde, que l'anesthésiste réanimateur avait un bracelet. Il va donner des détails assez troublants quand même. Mais alors ce qui est troublant, c'est que par exemple, s'il est aveugle de naissance, comment il peut savoir la couleur des cheveux? Parce que les couleurs, c'est quand même, très spécifique quand on n'a jamais vu. Exactement, voilà. Là, c'est une explication, on va dire, un peu plus complexe qui va être donnée par Kenneth Ring. Et Kenneth Ring va dire... Qui est Kenneth Ring? Kenneth Ring, c'est un psychosociologue qui fait partie des pionniers aussi de la recherche. Il était déjà dans mon premier film, Faux départ. En fait, il va dire qu'il a fait une étude sur les non-voyants. Et les non-voyants vont allier le savoir, le voir au savoir. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas décrire, ils ne vont pas dire que c'est vert, ils vont savoir que c'est du vert. Au moment où ils font une AMI? Oui, c'est ça. Ouais. Ils ont accès à une information et ils savent que c'est vert. C'est-à-dire qu'il y a des cases qui s'ouvrent, qui ne sont pas ouvertes dans la vraie vie, mais quand on fait spécifiquement cette expérience. C'est pour ça que l'hypothèse qui prédomine à l'heure actuelle, c'est l'hypothèse de la non-localité de la conscience. Voilà. Une expansion de conscience qui donnerait accès à toute forme d'information universelle. À toute forme d'information. Donc on deviendrait pratiquement omniscient. C'est-à-dire qu'on aurait de l'information, mais on pourrait aussi se projeter dans des endroits complètement différents. Il y a ce témoignage, là aussi très troublant, d'une personne qui se fait agresser chez elle et qui va donner des détails incroyables sur son agression et sur ce qui s'est passé après quand elle était inconsciente. Tu peux nous expliquer ce cas? Le cas de Karine, oui. Alors l'agression, oui, de son ancien compagnon qui va un peu déguiser une tentative de suicide en... Oui, une agression en tentative de suicide plutôt, oui. Et donc, elle va même suivre son agresseur dans la voiture, alors que son corps est censé être dans le camion des pompiers. Elle va être dans le côté passager, et puis elle va l'observer en train de passer des coups de fil, et elle va être très très précise sur les personnes qu'il va appeler. Elle est juste à côté, hein. Et puis elle va donner tous ces détails-là. Voilà, elle s'appelle Karine. Et elle va expliquer que tout en étant à un endroit qui est l'endroit où elle a été agressée, puis dans le camion des pompiers, elle arrive à se téléporter. Alors, c'est vrai que là, on est, je ne sais pas quel terme utiliser, mais à côté de son agresseur, qui est dans la voiture et qui passe des coups de fil. Et là encore, c'est corroboré parce qu'il va passer un coup de fil à ses propres parents à elle. Oui, c'est ça. Et ça va être, oui, c'est corroboré par ses parents, mais par aussi un procès verbal. Des procès-verbaux de toutes les personnes qui ont témoigné et que j'ai eu en ma possession. Et j'ai consulté ces procès-verbaux après les témoignages. Ok. Après l'interview. Voilà. Donc voilà, tu as vraiment été chercher s'il n'y avait pas justement de la connivence entre les personnes. Là encore, quand tu interviews cette personne, tu n'y vois pas quelqu'un qui ment ou qui a besoin de raconter des choses, quoi. Du tout. Il faut dire qu'il y a de la sélection déjà qui est faite. C'est-à-dire comment tu les choisis? Parce que ça doit être aussi par justement, quelque chose de corroboré. Très fort, voilà, c'est ça. C'est surtout des témoignages corroborés, des témoignages très très forts. Après, il y a une question de feeling, on est un peu habitué. Je ne dis pas qu'on n'est pas à l'abri d'une personne qui veut se rendre intéressante, mais on le sent généralement, quoi. Voilà. Et encore une fois, il y a des millions de témoignages dans le monde entier de personnes qui ont vécu cette expérience. Notamment
un médecin. Alors ça, c'est, je crois, dans Faux départ. Oui. C'est sa veuve qui témoigne, mais c'est un médecin qui était très terre-à-terre, Oui. qui ne croyait pas du tout à ce genre d'expérience et qui a vécu cette expérience. Et elle l'explique pour lui. Dans Témoin. Oui. Ah oui, c'est aussi dans Témoin. Non, c'est dans Témoin, Okay. oui. C'est un médecin, oui, qui était très sceptique, et puis juste avant de mourir. Donc il raconte qu'il a vécu une EMI et qu'il lui demande de témoigner. Il lui demande de témoigner, il veut témoigner. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il a vécu ? Oui, c'est ça. C'est ça. Tu peux nous raconter cette histoire ? C'est l'histoire aussi du mariage, c'est ça, quand elle a le prix, et puis elle lui dit, de son côté, chez elle, elle dit, si tu reviens de ton coma, je te demanderai ta main. Oui. Et puis il se réveille du coma, il lui dit, je crois que vous avez quelque chose, vous voyez ? Oui. Je crois que vous avez quelque chose à me demander, voilà. C'est vrai que ça paraît très romantique, très fleur bleue, etc. C'est fort, mais c'est vrai. Ouais. Et donc il y a eu cette communication, c'est presque de la télépathie, ça, donc ? Télépathie, où il était présent, mais en tout cas, oui, c'est un témoignage très très fort. Et puis il raconte à quel point il était dans le cosmos, qu'il a vécu quelque chose de merveilleux, de lumineux, de très fort qui l'a marqué et qui a changé toutes ses convictions quelque part, toutes ses croyances. Autre témoignage qui fait douter vraiment la science, c'est le témoignage d'Iman. Iman, il est iranien. Et il est dans une salle d'opération, là encore inconscient. Il est dans quel état exactement ? Il est dans le coma. Il est dans le coma. Et en fait, il arrive à donner une description très précise d'une salle secrète, d'une pièce secrète, dont pas tous les soignants étaient au courant. Mais en fait, un infirmier allait souvent pour aller fumer en cachette, par exemple. Voilà, alors ça, c'est une pièce qui servait de fumoir, plus ou moins. C'est ça, oui. Donc qui est forcément assez éloigné du bloc opératoire. 35 mètres exactement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand il se réveille, Iman ? Qu'est-ce qu'il a vu qu'il n'aurait pas dû voir ? Il n'a jamais mis les pieds dans cette pièce. Il n'a jamais mis les pieds dans cette pièce, mais c'est une équipe de télévision donc, qui s'intéresse à ces témoignages, qui diffuse en Iran. Tous les mois de mai, par exemple, un témoignage un jour, et donc ils vont vérifier. Et donc là, ils sont partis voir Iman, ils ont mesuré entre sa chambre et la pièce secrète. Ils lui ont demandé, avant d'ouvrir la pièce, de décrire la pièce, et ils ont fait venir l'infirmier, et puis donc il a donné quand même des détails assez troublants de tout ce qui avait été changé dans la pièce, parce que il s'est écoulé 2 ans, ça s'est passé quand même en 2020, pendant le Covid. Et donc même, il a donné même la marque de cigarette, quoi. Que fumait l'infirmier qui a corroboré, qui a dit oui, effectivement, je fumais bien cette marque de cigarette. C'est ça. Il a vu que la fenêtre était d'une forme particulière, qu'elle était à droite de la pièce. Il décrit la couleur de la poubelle. Enfin bref. Tout ce qui était, il y avait des travaux, ils ont dit ça y était pas. Enfin, c'est assez hallucinant, quoi. C'est bluffant, ouais. Et ça, est-ce que, encore une fois, ça peut faire foi devant les scientifiques ? Pourquoi est-ce que là, on ne dit pas, tiens, là, on a la preuve qu'il y a eu des corporations, que alors, encore une fois, ça va faire douter. Ça va faire douter, mais bien. Ce genre de témoignage fait vraiment douter, mais ça ne va pas être une preuve. Et ce qu'on va raconter, ce qu'on va nous dire, c'est ce genre de témoignage, il faut le recueillir dans un cadre contrôlé, dans une étude. Ouais. Voilà. Et là, s'il y a ce genre de témoignage qui arrive, alors là, pour de bon, que ça va remettre en question pas mal de connaissances et de remise en question totale, quoi. Voilà. Donc ce que tu cherches à faire, toi, dans ce deuxième documentaire, c'est de trouver le protocole idéal qui mettrait d'accord les expérienceurs et les scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, vous vous heurtez à quoi quand vous voulez dire cette personne ne ment pas, elle a vraiment vécu cette expérience ? C'est... De toute manière, c'est pas entre les expérienceurs, c'est les expérienceurs et différents scientifiques. Ceux qui ont des hypothèses différentes. Ceux qui pensent qu'ils ont une hypothèse, que la conscience peut être non locale, d'autres qui pensent que c'est une hallucination. Et donc, on leur dit, je suis parti leur soumettre des témoignages très costauds, et je leur ai dit, c'est quoi ? Et à chaque fois, il y avait des arguments. Et donc, grâce à ces arguments, on a pu co-construire en fait un dispositif scientifique, un protocole idéal, en disant si on a ce protocole, là, c'est pas discutable. Là, il n'y a pas de faille. Alors, ce protocole, il passerait par quoi ? Il passerait par quoi ? Ouais. Il passerait par filmer les salles d'attente.
des urgences. Alors pourquoi il faudrait filmer ces salles d'attente? Parce que souvent, la personne qui est dans une salle d'opération va rapporter des phrases, des actions qui se sont produites avec leurs proches qui sont souvent, effectivement, pas très loin dans cette salle d'attente. Oui, et on sait que, tout ce qu'on a raconté, que l'affect joue un rôle. On est plus attiré par nos proches, nos parents, notre conjoint, conjointe, nos enfants, que par des formes géométriques pour tester les perceptions. Ouais. Donc, même les sceptiques, là, on dit, OK, là, c'est une bonne idée. C'est pas que les proches. Les proches peuvent jouer un rôle d'aimant, c'est-à-dire qu'on peut voir, on peut décrire même des étrangers, la manière dont ils sont vêtus, ou ce qu'ils font, ou ce qu'ils disent, ou qu'importe. Mais en tout cas, voilà, ça serait quand même une preuve assez objective, très objective pour le coup. On a fait aussi des expériences dans des blocs opératoires, puisque il y a un cardiologue qui était totalement sceptique, qui un jour s'est dit on va faire une expérience. D'abord, pourquoi il a eu ce déclic de se dire on va faire une expérience dans mon service de cardiologie? Alors ça, c'est le docteur Michael Sabom. C'est vraiment l'une des histoires qui m'a le plus touchée. Hein. Il a assisté à une conférence du docteur Moody dans les années 80 et il a presque incendié, même traité le docteur Moody de charlatan parce que le docteur Raymond Moody venait de sortir son livre et il a donné une conférence et puis il s'est levé. Il a dit « mais ça fait 20 ans, 30 ans que je fais ce métier, j'ai jamais entendu parler de ces expériences. Vous êtes un charlatan, quoi. Vous êtes un escroc. » Et dans la salle, qui avait réuni quand même 300 personnes, un homme se lève, s'adresse au cardiologue et il dit voilà, je suis un de vos patients, vous m'avez sauvé la vie, je vous en remercie, mais je fais partie de ces personnes qui ont vécu cette expérience. Par contre, vous êtes la dernière personne à qui j'en aurais parlé. Vous êtes la dernière personne à qui j'en aurais parlé, parce qu'apparemment, il n'était pas très sympathique, pas très envie de se confier. Voilà, vu en plus sa réaction qui justifiait. Et donc, le docteur Sabom, certainement pris d'orgueil, a décidé de mener sa propre enquête dans son propre service. Et là, il y avait un chiffre assez hallucinant, mais bien sûr en y mettant des formes cette fois. Hein, le chiffre, en tout cas, donné, c'est 30% dans son propre service. Dans son propre service, ce qui paraît énorme. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de 18% sur une autre expérience. Mais là, c'était 30% de patients qui disasaient avoir vécu des expériences de mort imminente avec ce qu'on décrivait, le tunnel, les personnes. C'est une anecdote qui a été rapportée dans de l'enquête de Patrice Van Der Sel, La Source Noire. Ah. Voilà. Il en est revenu, donc, le cardiologue? Ah oui, c'est devenu un des spécialistes maintenant. Il est devenu spécialiste du sujet. OK. Voilà. Il y a deux courants chez les scientifiques et les sceptiques. Tu peux nous dire lesquels sont... il y a le cerveau mourant et il y a les sorties de corps, la conscience qui sort du corps. Est-ce que tu peux nous expliquer ces deux courants? Alors les deux courants, les deux courants, c'est ceux qui pensent que l'EMI, les EMI en général, sont comme un peu le cri du cygne, hein, le chant du cygne avant de mourir, hein, ou, voilà, qui est une expérience d'autodéfense en fait, du cerveau, une réaction d'autodéfense du cerveau qui créerait en fait une expérience très agréable, voilà, pour en fait pallier à une situation critique, dangereuse ou inconfortable dans laquelle la personne vit, quoi. D'accord, donc ce serait une autodéfense un peu chimique du cerveau pour se mettre un peu dans un état second et que le passage se fasse plus en douceur. Alors ça, c'est la théorie du cerveau mourant. Voilà. L'autre théorie, c'est quoi? L'autre théorie, c'est que la conscience pourrait fonctionner indépendamment du corps physique ou du cerveau et qu'elle serait non locale. Voilà, on pourrait voir et ça expliquerait effectivement l'ensemble du phénomène EMI, par exemple. Donc que la conscience ne dépendrait pas du corps physique. Elle pourrait fonctionner de manière indépendante. Quand on parle de la vie après la vie, ça veut dire que cette conscience pourrait perdurer après la vie? Alors ça, c'est ce que suggèrent les témoignages. Mais scientifiquement, on ne peut pas le proposer comme ça, puisque la mort, par définition, c'est un état irréversible, et la preuve scientifique, c'est la reproductibilité dans les mêmes conditions. Donc, preuve scientifique et vie après la mort, on ne peut pas prouver qu'on meurt, qu'on revient, qu'on meurt, qu'on revient. Voilà. Alors, pour le cerveau mourant, tu dis qu'il y a quelque chose qui va un petit peu contrecarrer cette idée. Exactement. Et tu as recueilli un témoignage dans ce sens. C'est un témoignage où la personne a une EMI négative. C'est quoi une EMI négative? C'est tout l'inverse, justement, de ce côté un peu mérifique et merveilleux qu'on a l'habitude d'entendre. Hein. D'habitude, les gens, ils sont
un sentiment de bien-être, amour inconditionnel. Là, ils goûtent plutôt aux flammes de l'enfer, ils sont dans le néant, ils se sentent abandonnés. C'est vraiment horrible, quoi. Voilà, se sentir seul au monde. Et donc, ils sont vraiment traumatisés. Donc, si la fonction des EMI positives est de rendre plus agréable une situation dans laquelle on se trouve inconfortable, quelle est la fonction des EMI négatives? Ça n'a pas de sens. Et là, pour l'instant, il n'y a pas, de non, mais réponse. là, ils sont d'accord qu'effectivement, ça ne rentre pas. Et lorsqu'il y a une observation qui ne rentre pas, la théorie, elle s'effondre et on doit modifier ou chercher une autre théorie. Voilà. C'est ça qui est passionnant, c'est que oui. Toi, tu es vraiment dans cette recherche. Alors, j'imagine que tu as ton idée sur la question, mais comment tu arrives à rester la plus objective possible par rapport à ça? Je pense que je me remets en question aussi. Ouais. J'ai envie de comprendre et puis il faut avouer quelque part qu'on est quand même influencé par nos lectures, par ce qu'on regarde et par nos convictions profondes. Et je pense que moi-même j'ai évolué. C'est-à-dire que même dans Témoin, j'ai eu des témoignages qui m'ont fait beaucoup réfléchir. C'est ce neurologue qui a stimulé une partie du cerveau chez l'une de ses patientes, et sa patiente a vu apparaître sa tante et sa grand-mère. Oui, alors ça a été... Voilà. oui, c'est une expérience qui est faite dans un centre hospitalier où on va stimuler électriquement quelque part le cerveau. Donc c'est pas la région du souvenir. Même le neurologue, pour lui, il pense que c'est pas une hallucination. Donc, voilà, donc après il y a des tas de situations. Admettons qu'on stimule cette partie, qu'on provoque des véritables sortures du corps et qu'on voit des cibles. Ouais. Le cerveau joue un rôle quand même si c'est pas une hallucination. Ça peut être les deux. Donc tout le monde a quelque part raison et tout le monde a tort aussi, ou un peu des deux. Et c'est pour ça que je me laisse la possibilité de la voie du milieu, c'est-à-dire celle que les chercheurs n'ont pas encore découverte. Et que ça peut intervenir, et que voilà, c'est ça la recherche. Ouais. On a parlé de EMI positive, on a parlé de EMI négative. Il y a aussi une forme de EMI que tu appelles les EMI partagées. Oui. Qu'est-ce que c'est une EMI partagée? Alors, je vais t'illustrer ça avec un exemple d'un médecin anesthésiste réanimateur. Il y a à peu près 20 ans de ça même, il perd son père et... dans la chambre, il est avec son père mourant, il est accompagné de sa femme médecin et de son fils infirmier. Et le grand-père pousse le dernier souffle, et tous les trois voient partir le grand-père. Le voient partir, se décorporer, le voient partir dans un tunnel, une lumière et une silhouette qui l'accueillait. Il le visualise? Oui, il le voit. Tous les trois en même temps? Oui. Il a accompagné tous les trois, ils l'ont vu tous les trois partir. Ouais. Ça s'appelle une EMI partagée. Okay. Et ce médecin était sceptique comme c'est pas possible. Hein. Il me disait, tu m'avais posé la question il y a 20 ans, qu'est-ce que c'est qu'une EMI, à quoi c'est dû, il pensait que c'était des médicaments. Et cette expérience a changé vraiment son regard, son opinion, à croire qu'il faut le vivre pour avoir un autre regard. Tes documentaires, aujourd'hui, sont utilisés dans certains hôpitaux, à la Timone, au CHU de Strasbourg par exemple. Comment ils sont utilisés? À qui on les diffuse? Et pour quelles raisons on les diffuse? Alors, le premier film Faux départ est utilisé depuis presque 15 ans maintenant au CHU de Strasbourg dans le cadre de la formation des étudiants en médecine. Sur la base du volontariat, on diffuse le documentaire et on fait après un débat. Un débat, voilà, avec les étudiants. J'ai participé à une séance, c'était vraiment très, très instructif, quoi. Alors, très instructif parce que tu as, là encore, recueilli des témoignages de personnel soignant? Il y avait une trentaine d'internes, une trentaine d'internes où ils ne connaissaient pas. Certains ne connaissaient pas du tout? Ils ne connaissaient pas. Certains ont découvert que leurs proches avaient vécu une EMI lors de la diffusion du film, que leurs patients leur parlaient de quelque chose qu'ils découvraient quand ils ont vu le film. Voilà, et on leur pose... Alors, il n'y a rien qui est imposé, encore une fois. Hein. C'est voilà, ce qui existe. Quelle posture peut être adoptée tout en respectant la culture, les religions, voilà. Qu'est-ce que ça peut apporter au monde de la santé de diffuser ce genre de documentaire sur les expériences de mort imminente? Alors, je sais qu'on me l'a souvent demandé dans certains centres hospitaliers, même Témoin, hein, le dernier film a surtout été plébiscité par les soignants. Je dis juste que moi, ce qui m'intéresse, c'est de relancer le débat parce que explorer ces phénomènes, ces témoignages,
sont une mine de connaissances pour la médecine, la science et l'humain, la psychologie. Pourquoi ? Au niveau de la médecine, c'est comprendre, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui guérissent de maladies de manière, qui ont des rémissions inexpliquées, spontanées. Et on se dit, mais c'est important, pourquoi ne pas comprendre le processus de guérison pour le dupliquer, le comprendre, ça pourrait être très intéressant et très instructif. Idem pour tout ce qui est scientifique. On sait qu'il y a des gens qui développent des capacités, qui reviennent en parlant plusieurs langues, par exemple. On sait qu'on est tellement mauvais en France que les neuroscientifiques devraient s'y intéresser. Ça, c'est arrivé Oui. Ça, c'est une base, ça fait partie des transformations. Quelqu'un qui ne parlait qu'une langue, sa langue maternelle, parlait plusieurs langues au retour d'une expérience de ce type. Ça aussi, les neuroscientifiques devraient... même les capacités. Est-ce que la science met de l'argent sur ce type de test Très peu, non. D'expérience ? Très peu. À l'étranger, oui, maintenant, ça se... Je sais qu'au Canada, tout ça, même les neuroscientifiques étaient un peu fermés, qui sont plus ouverts maintenant ont des crédits pour faire de grandes recherches. Ça me fait plaisir. Au Québec, par exemple. Voilà. Mais même au niveau psychologie, ça c'était la troisième partie, c'est le plus important, je dirais, c'est que les gens n'ont plus peur de la mort. Oui, alors est-ce que le risque, c'est pas de rendre la mort sexy, du coup, que les suicidaires se disent, finalement, c'est pas plus mal. C'était la peur du docteur Raymond Moody. Alors, c'est pas systématique, il faut pas non plus idéaliser, mais justement, les EMI négatifs sont là pour être un garde-fou et dire, il y a quand même... si on vous a donné un peu trop envie, il y a les EMI négatifs qui vous font un peu... Vivons ce qu'on a à vivre. Voilà, c'est ça, exactement. La vie est sacrée, etc. Voilà. Et d'ailleurs, toi, tu as été suicidaire à l'âge de 15-16 ans, tu nous en parlais tout à l'heure. Oui, ça t'a guéri, finalement, ce travail de recherche ? Oui, bien sûr. Ah oui, ça me guérit toujours, j'ai envie de dire. Et ça te nourrit ? Ça me nourrit, oui. Les thématiques sur lesquelles tu travailles, ce sont lesquelles ? Parce que tu travailles déjà sur un prochain documentaire, là, aujourd'hui ? Oui, je travaille sur plusieurs documentaires. Une série, et c'est aussi une question aussi pour mutualiser les coûts de production. Mais je reste dans mes domaines, c'est-à-dire que le prochain, il y a les guérisons inexpliquées. Oui. Voilà. Dont tu parlais à l'instant, les guérisons inexpliquées. Là, tu as des témoins là aussi qui ont guéri et les médecins ne savent pas pourquoi. C'est ça, mais c'est en collaboration aussi avec Fabienne Raoult qui a fait toute une enquête sur cette thématique. Et donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'on essaie de comprendre toujours pourquoi ces personnes ont eu des rémissions assez spectaculaires. Ok, Fabienne Raoult, c'est qui ? C'est une personne qui a vécu une EMI, justement, qui a transformé sa vie et qui a mené une enquête, qui est autrice, conférencière et qui a écrit un bouquin sur ça. Voilà. Rien à voir avec Didier Raoult. Non. Raoult. Là, c'est Raoult. Voilà. Parfait. Fabienne Raoult. Ok. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir ce document ? Alors l'année prochaine, il y en a deux autres. Il y a sur les VSCD, c'est quoi, sur les signes, les vécus de contact subjectif avec les défunts. C'est très 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 fort comme film. Je me réjouis avec... Pour les personnes qui ont des contacts avec leurs proches. Mais qui ont eu des signes, voilà. Des signes, que ce soit après la perte d'un enfant, d'un proche. Et donc il y a une étude internationale qui a été menée sur tous ces signes. Et j'ai interviewé aussi le docteur Christophe Fauré, quand même le référent sur ces thématiques du deuil, voilà, un psychiatre très connu en France. Et puis après, il y a un documentaire sur la lucidité terminale. Alors la lucidité terminale, c'est étonnant ça. Oui, les personnes qui retrouvent toutes leurs facultés juste avant de mourir. Voilà. Même si elles étaient Alzheimer au dernier degré, etc. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc c'est des thématiques où je plonge à fond parce que ça me passionne. Merci en tout cas Sonia de nous avoir ouvert un petit peu ton livre de souvenirs et de recherche aussi autour de ces EMI. Alors vraiment, comme tu le dis et tu le répètes à longueur d'année, tu ne demandes à personne de croire ou de ne pas croire, mais tu es dans la recherche d'une forme de vérité autour de ces témoignages qui sont très nombreux dans le monde et qu'on essaye d'expliquer par tous les moyens. On va terminer avec les questions de la table de chevet. Elles sont pour toi. Ouais. Ta chambre, tout d'abord, c'est plutôt joyeux bazar ou complètement zen ? Entre les deux, je dirais. Entre les deux. Très bien. Donc, rangé par moment. Surtout, oui, surtout quand je suis en tournée. Ton premier réflexe avant de te coucher, c'est lire un bon bouquin ou regarder sous le lit s'il y a des fantômes ?
Ni l'un ni l'autre. On s'est dit des formations professionnelles. Ouais. Au réveil, t'es plutôt d'humeur joyeuse ou plutôt de tendance ours ricoré, tu sais, un peu ronchon? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ouais. Est-ce que tu te souviens de tes rêves? Alors oui, Ouais. plus avant que maintenant, mais je m'en souviens encore, ouais. Ouais. Le dernier dont tu te souviens, c'est... Ah, il était un peu glauque, non? C'est un peu glauque. On le raconte pas, il n'est pas racontable. Pour terminer, l'anecdote la plus étonnante, émouvante ou gênante que tu aies vécue, peut-être dans le cadre de tes recherches ou dans ta vie personnelle? Alors, une anecdote. La plus étonnante, la plus émouvante, la plus gênante? La plus émouvante. Je ne sais pas si c'est la plus, mais c'est celle qui me. On va dire qui m'a touchée récemment, enfin, lors d'une tournée. Hein. Ouais. C'est une personne une jeune, parce que peut-être que j'ai fait un transfert, hein, qui était suicidaire, et c'est ses parents qui l'avaient un peu encouragé à aller voir le film. Et... Témoin? Oui, ouais. Témoin. Et donc, elle me racontait un peu comment elle avait vécu le visionnage, quoi. Et elle me disait au départ qu'elle était peut-être un peu tentée. Et puis, quand elle a vu le témoignage de Amy négative, elle a été vite... refroidie par voilà. une expérience de suicide. Mais ça lui a fait du bien, oui. Voilà. Ouais. Merci en tout cas, Sonia. Si on a envie de voir tes films, comment est-ce qu'on peut y accéder aujourd'hui? Alors... en allant sur le site de Témoins pour les séances, mais surtout, il va sortir en VOD. Prochainement. Alors, tu m'as glissé Apple TV, donc ce serait... Amazon, ouais, Amazon, Apple. Voilà, Amazon, Apple TV, mais voilà. En tout cas, ce serait dans les mois qui viennent. Le mieux, c'est d'aller sur Témoin, ton site internet, qui s'appelle témoin.com. Témoin au pluriel -lefilm.com. Voilà. Donc n'hésitez pas, si le sujet vous a passionné, vous allez pouvoir découvrir les prochaines séances de ce film. Merci beaucoup, Sonia. Continue à te passionner et de faire vivre ta passion, parce que tu en as fait un métier de cette passion pour cette recherche sur les expériences de mort imminente et les sorties de corps. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec d'autres confidences sur France.tv et sur YouTube. Salut Sonia, merci. Merci Eric.